Bienvenue à toutes et à tous sur Happy Visio, addiction au sucre, prévenir et gérer la dépendance. Cette visioconférence vous est offerte par la MMJ, la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, qui vous protège et vous accompagne. Elle accompagne entre autres les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, la MMJ se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents. Bonjour à vous, Claire Devilliers. Bonjour. Vous êtes naturopathe spécialisée en nutrition et formatrice. Est-ce que l'addiction au sucre concerne plus les hommes, les femmes ou encore les enfants? Ou tout le monde? Bonne question. C'est bien d'évoquer les enfants parce que c'est un vrai sujet et je pense qu'effectivement, alors hommes et femmes, je pense que ça concerne tout le monde. J'aurais peut-être tendance à dire que les femmes sont peut-être, plus sur un rapport affectif des fois. On va en parler, hein, sur les différentes causes de la dépendance au sucre. Et en tout cas, c'est bien d'évoquer les enfants parce que je suis, intimement convaincue que, c'est très, très tôt qu'il faut, essayer d'être vigilant sur ce sujet, en fait. Ça veut dire que les hommes seraient plus addicts, aux produits salés, aux produits gras et les femmes plus pour le sucre? Alors, bon, je ne sais pas si on peut faire cette différence-là. Je pense que peut-être les femmes sont parfois plus conscientes de leur rapport au sucre. Les hommes sont des fois un peu moins sensibilisés, on va dire, à leur rapport à l'alimentation. Ils se posent peut-être un petit peu moins la question. Et là, je crois que dans le public, dans les participants, il y a plus de femmes, hein, Tout à si fait. j'ai bien observé. Donc, effectivement, ça montre que peut-être, voilà, en tout cas, c'est un sujet qui, nous, les femmes, sur lesquelles on est peut-être un petit peu plus voilà, attentive, on va dire. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable visioconférence. Merci beaucoup. Alors, donc, je suis ravie, hein, moi, de vous retrouver pour cette conférence aujourd'hui sur un sujet de nutrition, hein, qui est un de mes sujets de prédilection. Donc, effectivement, comme Alexandre l'a dit, je suis naturopathe et réflexologue. J'exerce en cabinet dans les Hauts-de-France et je suis également formatrice, donc, alors à la fois des interventions en entreprise et aussi auprès d'étudiants en naturopathie. Et j'écris effectivement des articles sur tous ces sujets de bien-être. Alors, je trouve que c'est un sujet, alors déjà le cycle de conférences qui a été proposé par la MMJ, je trouve que c'est vraiment pertinent. Et puis, les deux premiers sujets, hein, qui ont été évoqués par Charlotte étaient vraiment intéressants parce que justement, c'est pas forcément des addictions qu'on a l'habitude d'aborder. Et je trouve que le sucre en fait partie également, c'est-à-dire que on peut éventuellement se dire qu'on a tendance à manger un petit peu trop de sucre, etc. Mais on n'a pas forcément conscience que c'est une réelle addiction. C'est-à-dire que le terme addiction au sucre, c'est pas juste une façon de parler, c'est vraiment quelque chose que je vais vous expliquer un petit peu euh, différents processus, on va dire, mais qui permettent vraiment de comprendre que c'est une réelle addiction. Et qui dit addiction dit forcément sevrage et potentiellement difficulté. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on a décidé que ça va être si simple que ça d'arrêter de manger du sucre. Et puis bon, qu'est-ce que ça veut dire sucre exactement? C'est ce qu'on va voir. Alors donc, le sommaire, quelques chiffres sur notre consommation de sucre, notamment, qui permet de prendre conscience à quel point ça a pris une place invraisemblable dans notre assiette. Pourquoi et par quel phénomène le sucre, on peut parler d'une addiction? On verra que ça vient parler de ce qu'on appelle le circuit de la récompense et de la dopamine, hein. Charlotte en a parlé aussi sur les précédentes conférences. Un grand concept qu'il faut absolument avoir en tête, c'est la régulation de la glycémie. Vous verrez que les pulsions de sucre, alors pas que, mais en grande partie peuvent s'expliquer par une glycémie qui fait un petit peu le yo-yo tout le temps. Et donc évidemment, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour réguler cette glycémie. Et enfin, puisque ces conférences ont l'objectif d'être pratiques et puis de vous donner des conseils, après avoir compris un petit peu les processus qui sont en jeu sur ce sujet, je vous proposerai, alors c'est un peu un terme à la mode, mais il porte quand même bien son nom, voilà, une proposition de protocole pour vous détoxifier du sucre, pour essayer de changer en fait votre rapport au sucre. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Simplement, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et il faut avoir les bons leviers d'action pour pouvoir travailler sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez au fur et à mesure. Et puis, je vous propose de répondre d'abord à cette question pour me donner un petit peu une idée de votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous pensez être accro au sucre?
Et c'est une bonne question posée par Claire Desbié, naturopathe. Pensez-vous être accro au sucre? Oui, non, je ne sais pas. Et je peux vous dire tout de suite, Claire, qu'il y a une réponse qui recueille un maximum de votes. Ok. J'imagine que vous savez laquelle c'est. Je suppose que c'est oui. Exactement. On a atteint les 70% de oui. Ouais. On a atteint les 20% de je ne sais pas et les 10% de non. Voilà, donc Ouais. bravo pour les 10%. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un rapport finalement un petit peu addictif au sucre, hein. Donc, vous allez voir un petit peu si ça vous parle. Alors, donc, en introduction quand même, rapidement, parce que les chiffres, des fois, sont quand même assez parlants, sur notre consommation de sucre. Alors, déjà, il faut savoir que nous, en France, on est quand même les premiers producteurs européens de sucre. Et sur le plan mondial, on est les 10e. Donc, on est quand même assez fort sur la production de sucre. Donc, ça peut expliquer aussi évidemment qu'on en consomme. Alors, on n'est pas les premiers consommateurs de sucre, hein. Aux États-Unis, on sait bien que c'est aussi une catastrophe et que le diabète là-bas, mais chez nous aussi malheureusement, c'est une véritable épidémie. On peut même parler de pandémie, hein, puisque ça concerne énormément de pays. Et donc, je vous ai juste mis, pour mettre un peu en relation, en 1850, on était à 1 kg de sucre consommé par personne et par an. Et aujourd'hui, vous voyez un peu, hein, c'est même pas que ça a doublé, ça n'a pas triplé, c'est 35 fois plus. C'est-à-dire qu'on a 35 kilos, ça représente l'équivalent de 3 sacs de 1 kg de sucre par mois et par personne. Ce qui est quand même hallucinant quand on voit la comparaison avec vraiment les kilos de sucre. Et évidemment, on ne parle pas de sucre, uniquement du sucre qu'on rajoute, hein, le sucre, la poudre qu'on va mettre dans un yaourt, dans une compote, etc. C'est seulement 10%. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est une présence dans les produits qu'on va consommer. C'est dire qu'effectivement, on parlait avec Alexandre avant que ça commence de la responsabilité de l'industrie agroalimentaire. Évidemment qu'elle a une responsabilité énorme. Alors, je vous ai mis cette slide-là aussi parce que c'est des choses que j'entends très souvent en cabinet quand on commence à aborder ce sujet-là. C'est qu'il y a énormément de croyances, des croyances, on peut dire, limitantes, hein, par rapport au rôle que va jouer le sucre. C'est-à-dire que j'entends très souvent, comme je vous ai mis, c'est des exemples, hein, quand on a un coup de mou, un petit moment de faiblesse, on se sent un petit peu fatigué, etc., il faut manger un petit truc sucré. Ou alors, si j'arrête le sucre, mais où est-ce que je vais trouver de l'énergie? Donc, ça, on va voir, hein, c'est évidemment les glucides, on le sait, hein, on ne peut pas vivre sans glucides, ils ont un rôle énorme. C'est effectivement à partir de glucose qu'on va fabriquer de l'énergie. Par contre, pas n'importe quel sucre, évidemment, et pas dans n'importe quelle proportion. Donc, c'est ce que je vous ai mis là, hein, alors sans faire un cours de nutrition, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais pour vous dire que, bien sûr, comme je vous disais, les glucides, les sucres, alors les glucides, ce n'est pas seulement le sucre blanc, hein. Quand vous mangez des pâtes, vous mangez des glucides, évidemment. Mais on va voir que selon la qualité de ces pâtes, si c'est des pâtes blanches, des pâtes complètes, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Le cerveau, donc, premier consommateur de glucose, donc évidemment, on a besoin de glucose. Il en consomme 5 grammes par heure et on a très très peu de réserve. Par contre, le cerveau, je fais une parenthèse, hein, mais l'organisme est tout à fait capable d'utiliser d'autres voies métaboliques pour avoir de l'énergie s'il n'y a plus de glucose, bien sûr. Hein, sinon, on n'a pas besoin de manger toutes les 10 minutes, hein, évidemment. Donc les glucides, bien sûr, c'est ce qui va nous permettre de fabriquer, enfin le glucose nous fabriquer ce qu'on appelle l'ATP, hein, qui est vraiment la molécule qui nous permet de fabriquer de l'énergie. Donc ils sont évidemment essentiels au métabolisme de base. Toutes les fonctions qu'on a, évidemment, nécessitent du glucose. Bien sûr, ça, c'est pas le sujet de dire qu'on peut faire sans glucose. Alors, pourquoi le sucre est-il aussi addictif? Alors, la première chose, mais c'est sans surprise au vu des quantités consommées qu'on voyait juste tout à l'heure, c'est que 90% des sucres qu'on consomme proviennent des produits industriels. Alors, c'est déjà une très bonne raison pour essayer autant que faire se peut de faire sa cuisine maison, hein. Quand on utilise des produits bruts, évidemment qu'on est beaucoup moins, sans qu'on le sache, soumis à une consommation de sucre importante. C'est évident. Entre parenthèses, je vous ai mis des produits sucrés. Alors évidemment, on se dit bien que quand on mange des pépitos, des BN ou autre chose, il y a du sucre, bien sûr, ou du Nutella. Mais on le sait un petit peu plus aujourd'hui, mais au début, on n'imaginait pas du tout que les industriels mettaient aussi du sucre dans les produits salés.
Je vous ai mis des petites photos qui sont assez parlantes, là, que je trouvais intéressantes parce que c'est très visuel. Il y a un flacon de ketchup tout en haut, là, et vous voyez que dans ce flacon-là, il y a quand même 4 morceaux de sucre, ce qui est quand même pas rien. Alors, sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis déjà presque 10 ans, elle recommande, donc ça c'est vraiment les recommandations officielles, de ne manger du sucre qu'à hauteur de 5% de la ration énergétique d'une personne. Ça représente 25 grammes par jour. Alors ça, c'est un peu abstrait, c'est pour ça que je vous mets l'équivalent en morceaux de sucre. Ça représente uniquement 5 morceaux de sucre. Alors, 5 morceaux de sucre, si vous regardez les images à côté, par exemple, je vais prendre le Mikado, par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. C'est-à-dire que vous mangez ça. Moi, quand je vais chercher mon fils à l'école, je vois que des fois, justement, des parents ramènent un paquet de Mikado pour leur enfant à la sortie d'école. Bah, on est déjà au-delà de la recommandation pour un adulte. Pour un enfant, c'est 12,5 grammes par jour. C'est rien du tout. C'est-à-dire que 5 morceaux de sucre, vous voyez, c'est même pas la moitié, c'est moins de la moitié d'un paquet de Mikado. Alors justement, en parlant des enfants, parce que je trouve que c'est un sujet important et sur lequel on sous-estime énormément l'impact en fait du sucre sur le comportement. On commence à en parler, hein, du sucre, également des additifs, etc. Mais des fois, ça va de pair, hein, le sucre industriel, bien souvent dans les bonbons, etc. Il y a beaucoup d'additifs, surtout les problèmes de comportement, les troubles de l'attention, etc., d'hyperactivité. Alors, je vous ai mis, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais une journée que pourrait être celle d'un enfant, et vous montrer et faire le calcul un petit peu en quantité de sucre à la fin de la journée. Donc, pour rappel, on doit être, selon l'OMS, à 12,5 grammes. Sur cet exemple-là, qui n'est pas exagéré non plus, hein, je pense que ça peut très largement être pire pour certains enfants, et bien, vous voyez qu'on est déjà à 63,6 grammes, c'est-à-dire que c'est bien, bien au-dessus de ce qu'il faudrait pour l'enfant. Alors, la dépendance, c'est le sujet de ce cycle de conférences. Je pense que Charlotte l'a évoqué, notamment dans la dernière conférence sur l'addiction aux écrans, la notion de dopamine. Alors, vous savez, hein, que notre système nerveux est régi, nos comportements, nos émotions, nos pensées, etc. Tout ça, c'est régi par ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et donc, dans les addictions, on parle beaucoup de la dopamine, qui est donc le neurotransmetteur, c'est ce qu'on fabrique le matin. La dopamine, c'est ce qui nous donne l'énergie, ce qui nous donne l'entrain, l'envie de faire des choses, l'envie de faire des projets, etc. Donc, neurotransmetteurs, comme je le disais, du désir, du plaisir et de la satisfaction de nos pulsions. Le sucre va venir stimuler ce circuit de la récompense. C'est-à-dire que quand on mange du sucre, on a une espèce de shoot, comme le ferait des endorphines. Ça nous donne un shoot instantané de plaisir et de satisfaction. Et évidemment, on entretient, c'est-à-dire que plus on va solliciter ces shoots qui sont en réalité factices, hein, parce que ça mime l'action de la dopamine, mais en réalité, ça n'a pas la même fonction qu'une vraie dopamine, le vrai neurotransmetteur que nous, on va pouvoir synthétiser. Donc, c'est ce que je vous disais, on parle du sucre comme étant une addiction, c'est pas une façon de parler, c'est exactement la même façon de fonctionner et la même dépendance qui va s'installer que pour certaines drogues. Et évidemment, c'est pour ça qu'on parle de dépendance. Alors, un mot, on pourrait consacrer une conférence entière, hein, sur le stress chronique et puis ses conséquences. Mais sachez que le stress chronique et tout ce qui amène vers, à terme, un burn-out, par exemple, ça va épuiser notre organisme. C'est-à-dire qu'à force d'être stressé, on puise de plus en plus dans nos ressources et dans nos réserves. Et donc, on n'a plus de, entre guillemets, on n'a plus de batterie, on n'a plus de Lego pour fabriquer ce qu'on doit fabriquer. Donc, évidemment, tous les neurotransmetteurs vont se mettre à chuter au fur et à mesure que le stress continue. La sérotonine, bien sûr, en premier lieu, c'est pour ça que certaines dépressions sont la conséquence réellement d'un stress chronique. Ce n'est pas forcément une dépression qui aurait d'autres origines. Forcément, et c'est physiologique, à force de ne plus avoir de réserve, on n'est plus en état de fabriquer nos neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine et la dopamine. Et donc, on peut observer, peut-être, vous pouvez aussi partager dans le chat si ça vous concerne, peut-être que vous avez remarqué que quand vous êtes stressé, vous allez avoir tendance à manger plus de sucre. Ou alors, après un gros stress, après une grosse journée, soit les deux, soit on va se verser un petit verre d'alcool, un petit verre de vin pour vraiment sentir que, voilà, on a l'effet un petit peu anxiolytique, etc. Soit on va avoir justement le soir des pulsions sucrées.
c'est en fait ce qu'on peut appeler vraiment une fausse solution, parce que ça nous donne un petit peu, ou dans la journée, si on est stressé, on va manger, on va grignoter, etc., sans même parfois s'en rendre compte, parce qu'on a l'impression que ça va nous donner un petit coup de fouet et puis que ça va nous donner un petit peu de morale. Cet effet qu'on appelle dopaminergique, il est en fait pas réellement efficace. C'est-à-dire que c'est le problème aussi avec les drogues, hein, c'est que le cerveau pense qu'avec ces shoots de dopamine, il pense que du coup, il n'a plus besoin de fabriquer de la dopamine. Donc, plus on a des faux effets dopaminergiques comme ça avec ces différentes dépendances, moins le cerveau va en synthétiser. Et plus on va avoir besoin de consommer les substances en question, soit le sucre, soit d'autres choses. Donc, c'est vraiment, à terme, en fait, tous ces processus de dépendance qui viennent stimuler la dopamine, ce sont des choses qui vont, en fait, épuiser votre système nerveux et faire en sorte que votre cerveau n'est plus vraiment capable ou ne se donne plus la peine de fabriquer lui-même sa dopamine. Alors, je vous parlais de quelques expériences rapidement parce que je trouve que c'est assez hallucinant quand même de voir ça. Une expérience qui a été menée sur des rats cocaïnomanes, c'est-à-dire on leur a donné de la cocaïne pour les rendre volontairement dépendants. Elle montre cette expérience qu'en état de manque, les rats vont se tourner vers le sucre et non la drogue. C'est quand même assez, moi je trouve que c'est assez fou de voir l'effet addictif du sucre à côté d'une drogue quand même comme la cocaïne qui est quand même qui crée quand même une dépendance importante, hein. Alors, une autre expérience, un professeur de criminologie aux États-Unis qui s'est intéressé, il y a déjà un bon moment, hein, aux impacts de l'alimentation sur le comportement cette fois. Donc en 83, il réalise pendant 1 an une étude sur 3000 adolescents qui sont en prison. Il remplace les snacks, donc les snacks industriels qui sont extrêmement sucrés avec des mauvaises graisses, etc., mais surtout très sucrés, par des aliments qui sont moins raffinés, donc voilà, des choses qui sont plus naturelles, on va dire, des produits bruts. Il observe après 1 an que le nombre d'incidents a été divisé par 2, qu'il y a eu une réduction de 21% des comportements asociaux, de manière générale, réduction de 100%, ça c'est quand même assez fou, de suicides, et une réduction de 25% des agressions, et aussi une réduction des mesures de contention, c'est-à-dire qu'ils ont eu moins besoin, bien sûr, d'intervenir par rapport au comportement. Ça, c'est quand même assez fou. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'avais aussi lu des études assez, assez intéressantes sur l'impact de la viande rouge, notamment sur le comportement également. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de viande rouge, mais juste pour vous dire à quel point on n'imagine pas l'impact sur notre comportement, et on parlait des enfants tout à l'heure, hein, sur l'hyperactivité, les colères, etc. On ne pense pas forcément à aller voir ce qu'il y a dans l'assiette. Et une dernière référence que je trouve aussi intéressante, un film documentaire qui s'appelle Sugarland. Alors en fait, il y a une personne qui, pendant 60 jours, a mangé énormément de sucre, sans modifier son apport calorique total. C'est bien pour vous dire que les calories, c'est un sujet qui est complètement dépassé parce que toutes les calories, évidemment, ne peuvent pas se valoir. Donc, ils ne mangent pas plus, ils mangent juste différent. Donc, l'objectif, consommer l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre sans soda ni confiserie ni crème glacée, seulement des aliments bons pour la santé, yaourt allégé, céréales, smoothies, jus de fruits, pain de mie, etc. Résultat, il a développé, donc en 60 jours, en 2 mois, une stéatose hépatique. Une stéatose hépatique, c'est la maladie du foie gras. On parle de stéatose, j'aurais dû préciser stéatose hépatique non alcoolique. C'est une pathologie qui est de plus en plus, qui a commencé aux États-Unis et qui aujourd'hui concerne évidemment beaucoup de pays d'Europe. Stéatose hépatique non alcoolique, c'est-à-dire qu'on finit par fabriquer un foie gras. À terme, la stéatose, ça finit en cirrhose. C'est quand même une pathologie alors silencieuse, mais qui évolue sur un certain nombre d'années, mais qui à terme est extrêmement grave. Un diabète de type 2 précoce, vous vous rendez compte qu'en 2 mois de temps, il a un début de diabète, il a pris 8 kg et 11 cm de tour de taille. Au-delà de ça, il se plaint de troubles de l'humeur et de fatigue. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à manger du sucre? Alors, j'en parlais tout à l'heure, il y a plusieurs raisons. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais pour que vous l'ayez au moins en tête. Le stress, en premier lieu, cette consommation de sucre pour décompresser, pour se donner justement cette récompense. Ah bah j'ai bien travaillé, j'ai le droit à ma petite sucrerie dans l'après-midi ou le soir, etc. Le rapport affectif, on en parlait en introduction par rapport aux femmes, mais les hommes ne sont pas exclus non plus de tous ces phénomènes-là. Besoin de réconfort,
C'est vraiment, comme je vous l'ai mis là, hein, c'est le sucre doudou. Hein, on mange des choses sucrées le soir parce qu'on n'est pas bien, parce que on a des problèmes personnels, etc. Et on a l'impression que le sucre va nous consoler un petit peu. Il y a vraiment, vraiment un rapport de cet ordre-là. Alors ça, c'est un sujet aussi, un déséquilibre intestinal. Donc je le cite juste parce que c'est un sujet qui demande bien plus de développement. Ce qu'on appelle aujourd'hui une candidose intestinale, c'est-à-dire que c'est le Candida albicans, c'est un champignon qui peut prendre des proportions beaucoup trop importantes au niveau des intestins. Et le champignon, en gros, le champignon, structurellement parlant, c'est un morceau de sucre. Donc en fait, il a besoin de sucre pour se développer. Donc ce problème de candidose intestinale, c'est un problème qui est très très répandu, mais qui est très peu diagnostiqué et qui est difficile à accompagner également. Ça peut aussi, de façon un peu sous-jacente, vous pousser à manger du sucre. C'est un sucre, donc il a besoin de sucre pour grandir, donc il vous donne des pulsions sucrées voilà, qui peuvent avoir cette origine-là. Et enfin, une glycémie instable. Alors ça, par contre, j'ai choisi de le développer plus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors la glycémie, vous le savez probablement, pour rappel, c'est le taux de glucose dans le sang. Ce taux fait partie des valeurs d'homéostasie. Hein. Je vous ai mis à côté ce que ça signifie. L'homéostasie, c'est les différents processus de l'organisme qui régulent en fait un certain nombre de facteurs, on va dire. Donc la glycémie, c'est quelque chose qui doit rester globalement autour d'1 gramme. Si c'est en dessous, si c'est au-dessus, le corps va mettre en place un certain nombre de mécanismes pour le réguler. Donc à partir du moment où on mange des glucides, forcément notre glycémie va monter. Et donc on va avoir des variations de glycémie tout au long de la journée. Quand on a un pic de glycémie, c'est l'insuline, une hormone qui est fabriquée par le pancréas, qui va permettre de faire baisser le sucre. Il donne du glucose aux cellules, il met du glucose en réserve dans le foie, dans les muscles, etc. Et une fois que tout ça c'est plein, eh bien, il va le transformer en graisse pour pouvoir le stocker. C'est ça que fait l'insuline, entre autres. Hein. Alors, ça permet d'évoquer un concept qui est vraiment important. Alors, vous connaissez évidemment le terme d'hypoglycémie. Hypoglycémie réactionnelle, c'est quoi? Donc, sur le schéma, vous voyez que alors, vous mangez des glucides d'une manière générale, que ça soit une assiette de pâtes ou une barre de chocolat, c'est la même chose. Vous allez faire monter votre glycémie dans le sang. Vous allez avoir une hyperglycémie, plus ou moins haute évidemment. Je vous le disais juste avant, l'insuline va être sécrétée par le pancréas et elle va permettre de faire redescendre ce taux de glucose. Sauf que si vous faites une hyperglycémie qui est très importante, le glucose va en fait trop descendre. Vous voyez sur le schéma que là où il y a les petits pointillés, c'est la normale, sauf que l'hypoglycémie réactionnelle, c'est quand en fait on a mangé beaucoup de sucre d'un coup et de façon rapide. Du coup, c'est un peu branle-bas de combat dans l'organisme. L'insuline rentre en action, mais quelque part, elle fait trop bien son travail. Donc, ça descend trop et ça descend en dessous de ce qu'il faudrait. Et c'est ça qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire qu'elle vient parce qu'il y a une hyperglycémie qui était trop importante. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet état d'hypoglycémie réactionnelle? Le corps est intelligent, il faut quoi? Il faut du glucose. Et quand vous êtes là, forcément, vous allez avoir des envies de sucre, puisqu'il faut faire remonter un petit peu la glycémie à la normale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus dans la journée, votre glycémie va faire des pics importants, plus, bien sûr, vous allez avoir des envies de sucre, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais ça va aussi vous donner d'autres symptômes, c'est-à-dire que vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir des problèmes de concentration, de vigilance, de la faim tout simplement. Ça peut donner des maux de tête, etc., etc. Et ça, je ne parle que des effets sur le court terme. À long terme, une glycémie qui ne fait que ça tout le temps, ça peut vraiment créer des problèmes beaucoup plus importants, problèmes métaboliques. Il y a même beaucoup d'études qui sont menées aussi sur le lien entre le sucre et les cancers, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui c'est pas juste une question de diabète. Il n'y a pas que les personnes qui souffrent de diabète qui doivent faire attention à leur glycémie. C'est tout le monde et à tous les âges parce qu'il y a vraiment des effets qu'on sous-estime énormément sur notre bien-être, sur les troubles de l'humeur. Je ne sais plus si je l'ai nommé, mais vraiment, d'avoir une glycémie qui fait le yo-yo tout le temps, ça peut vraiment générer des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, etc., etc. Donc l'objectif, c'est non pas d'avoir une glycémie qui ne bouge pas parce que c'est pas possible, mais d'avoir en fait des pics ça monte tranquillement, et plus ça monte tranquillement, plus ça redescend
tranquillement et donc on ne va jamais en dessous de ce qu'il faudrait. Alors, peut-être que vous connaissez cette notion, hein, c'est directement en lien avec ce que je viens de vous expliquer. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre de mieux comprendre, de vous intéresser à ce qu'on appelle le régime à IG bas. J'en parlerai sur certaines références de livres à la fin. Donc l'IG, l'index glycémique, c'est en fait une mesure qui permet de savoir dans quelle mesure un glucide va faire monter rapidement ou non la glycémie. Donc, l'IG de référence, c'est le glucose, c'est du sucre pur. Il n'y a rien à métaboliser puisqu'il est directement utilisable. Donc, il va se retrouver tout de suite dans le sang. Donc, l'IG, c'est 100. Donc, ensuite, on va classer les différents aliments, les différents glucides, tous les aliments qui contiennent des sucres, avec ce score. Et ça va nous permettre d'avoir des aliments soit à IG élevé, soit moyen, soit des IG bas. Et c'est sur ça que se basent les fameux régimes. Alors, ce n'est pas vraiment un bon terme parce qu'il n'y a pas de régime, il n'y a pas de restriction. C'est juste qu'on va bien choisir la qualité de ces glucides, en fait. Alors, on en vient au côté plus concret et pratique sur quoi faire pour essayer de... alors, d'ailleurs, il y avait des personnes qui ont répondu qu'ils n'étaient pas accros au sucre. Ces conseils peuvent être tout à fait applicables pour vous également. C'est-à-dire que même si on ne ressent pas, on n'a pas l'impression d'avoir des pulsions de sucre, on n'est pas forcément obligé de se jeter sur des gâteaux à 4 heures ou de manger des M&M's ou autre chose le soir devant la télé, etc., pour dire qu'on est addict au sucre. C'est-à-dire que le sucre, c'est aussi les féculents, par exemple. Moi, j'ai des fois des personnes qui ont très, très peu de diversité alimentaire et en fait, ils mangent... je me rappelle d'un monsieur, là, pour le coup, on parlait des différences entre les femmes et les hommes, mais comme quoi, c'était pas du sucre identifié, mais qui mangeait tous les midis et quasiment tous les soirs des pâtes blanches. Des pâtes blanches, c'est un IG élevé, comme on l'a vu. Donc, ça va générer les mêmes problématiques de glycémie que si il mangeait des biscuits, des choses comme ça, etc., au fil de la journée. Donc, c'est pour ça que le sucre, il faut vraiment avoir une vision élargie des sucres et bien vous dire que c'est la question des féculents également qu'il faut vous poser. On va en parler dans les différentes étapes. Alors, avant toute chose, avant de partir tête baissée, on va dire, dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, etc. Moi, je vous invite à prendre un temps d'observation. C'était aussi le sens de la question que je vous ai posée au tout début. Est-ce que vous pensez être accro au sucre? Pour vous questionner un petit peu justement sur votre perception de votre consommation de sucre. Quel est votre rapport au sucre? Essayez de lister, si c'est un petit peu flou pour vous. Alors, sur une journée, mais je trouve que c'est plus pertinent sur une semaine entière, hein, parce qu'on ne consomme pas la même chose tous les jours. Sur une semaine, l'ensemble des aliments sucrés. Alors, pensez évidemment au sucre, aux bonbons, au miel, aux biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, etc. Pensez aussi aux féculents, au pain. En France, on est un pays où le pain, c'est quand même une tradition importante. Oui, le pain, je ne dis pas qu'il faut le supprimer. Il faut peut-être en diminuer la consommation, ça c'est clair. Et surtout, il faut consommer des pains de qualité. On y reviendra un petit peu après. Les féculents, je vous parlais de ce monsieur qui mangeait des pâtes blanches quasiment midi et soir. Et bien sûr, les produits industriels, c'est-à-dire que les produits, alors je ne parle pas des produits que vous achetez une fois par semestre, mais voilà, les choses qui sont régulièrement dans votre frigo, dans vos placards ou sur la table, regardez un petit peu la composition. Ayez la curiosité, dès que vous achetez un produit industriel, regardez la composition, vraiment. Ensuite, posez-vous la question, quand vous avez identifié vraiment des pulsions de sucre, quels sont les déclencheurs? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, les explications liées à la consommation de sucre ne sont pas toujours les mêmes, ni pour tout le monde, ni sur tous les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné, oui, il y a du stress, un autre moment où ça peut être juste parce qu'effectivement, on est seul un soir et puis qu'on n'est pas bien, qu'on est angoissé, qu'il y a de l'anxiété, etc. Donc, avant de trouver des solutions, c'est vraiment important. Je pense que Charlotte avait vraiment ce même discours-là, hein, sur d'autres sujets, sur les médicaments, sur les écrans, de faire un pas de côté et de s'observer faire. En toute objectivité, le plus d'objectivité possible. Hein. C'est entre vous et vous-même. Hein. Évidemment, il n'y a pas de... N'ayez pas de jugement, ni de culpabilité. Moi, c'est la première chose que je dis aux personnes que j'accompagne sur les changements alimentaires, c'est tout va demander du temps et c'est pas simple. Et la volonté n'a pas... il faut de la volonté, évidemment, mais ça ne suffit pas à mettre en place tous les changements. Ça, c'est vraiment important. Et par rapport également aux croyances limitantes que je vous citais tout à l'heure, hein, parce que c'est des choses que j'entends régulièrement, selon vous,
qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ça peut être en lien avec les déclencheurs, hein, je suis pas bien, je suis angoissée, je vais manger du sucre. Mais voilà, ça peut être aussi, du coup, j'ai une baisse de l'hypoglycémie classique, c'est vers 11 h le matin. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un regain d'énergie? Ou est-ce que, mais ça vous l'observerez peut-être dans un deuxième temps, est-ce que vous avez l'impression au contraire que ça vous fatigue finalement? Est-ce que vous avez plus de mal à vous concentrer, etc., etc. C'est vraiment tous ces sujets-là qu'il faut observer. Pardon. Alors, premier conseil à proprement parler, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner, pour moi, c'est la première chose à changer pour 90% des gens, hein, parce qu'en général, ce n'est pas forcément le plus approprié. Par contre, c'est un des changements qui peut vous apporter le plus de bienfaits tout de suite, à court terme. Le petit déjeuner, alors ça, c'est un conseil qui est vraiment en lien avec ce qu'on appelle la chrononutrition. La chrononutrition, c'est un courant de conseils nutritionnels qui, en fait, fait en sorte qu'on apporte au corps ce dont il a besoin au bon moment de la journée. C'est-à-dire que le corps, vous le savez, c'est une usine de fabrication H24. On est tout le temps en train de fabriquer des choses. Je vous parlais des neurotransmetteurs tout à l'heure. Le matin, on a besoin de sécréter du cortisol, hein, qui va nous donner l'énergie, l'action, etc., et le neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Mais pour fabriquer de la dopamine, encore faut-il avoir ce qu'il faut, comme des petites briques de Lego. Hein. Il faut les bonnes briques pour pouvoir fabriquer la protéine, la dopamine, ce neurotransmetteur. Donc, en chrononutrition, on conseille vraiment un petit déjeuner qui apporte, en gros, tout sauf du sucre. C'est vraiment la dernière chose à manger le matin si vous voulez soutenir votre organisme de façon physiologique et être le plus en énergie possible, le plus au maximum de vos potentiels, en fait, tout simplement. Donc, des fibres, des protéines et du gras. Le gras, alors c'est pareil, on pourrait faire une conférence sur le gras parce qu'on parle du sucre, mais le gras, il y a aussi beaucoup de choses à dire en termes d'idées reçues et de carences surtout. Du bon gras et donc effectivement très peu de sucre. Alors, je peux forcément tout vous lister, hein, vous pourrez regarder les différentes propositions. Les protéines, alors pour moi, je l'ai mis en dessin parce que c'est pas un hasard, l'aliment parfait le matin, c'est l'œuf. Pas n'importe quelle cuisson, un œuf à la coque ou un œuf au plat. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est que l'œuf, le blanc soit cuit et que le jaune reste coulant. Ça, c'est important. Ça peut être, pourquoi pas, un produit laitier si vous les tolérez. Il ne faut pas en consommer exagérément non plus. 3 par jour, c'est beaucoup trop. Ça peut être tout simplement de la viande aussi, de la dinde, du jambon, et des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, mais qui sont pour moi des super aliments. C'est les oléagineux et les graines. Donc, une poignée d'amandes, une poignée de noix. Si vous avez la chance d'avoir un noyer ou de connaître quelqu'un qui a un noyer, là, c'est la saison. Manger une poignée de noix tous les jours, ça va vous apporter énormément de bienfaits. Donc ça, c'est aussi des sources de protéines. Les graisses, alors l'avocat, c'est un sujet où il y a des choses à dire sur le plan écologique et environnemental, parce que la culture d'avocat, selon les pays, c'est pas forcément très approprié, c'est-à-dire que ça demande énormément d'eau. Et voilà, c'est pas une culture qui est toujours faite sur les bons terrains. Mais bon, en tout cas, sur le plan nutritionnel, l'avocat, c'est un excellent aliment qui vous apporte vraiment ce qu'on appelle des acides gras insaturés de très bonne qualité. C'est les mêmes acides gras que l'huile d'olive. Donc ça, c'est vraiment parfait le matin également. Les oléagineux dont je vous parlais, vous allez en trouver sous forme de purée. Purée d'amandes complète de préférence, purée de cacahuètes, purée de noisettes, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Moi, mon fils qui a 3 ans, je lui mets de la purée comme ça, nature, d'amandes ou de cacahuètes sur un morceau de pain, etc. Et voilà, les enfants, ils aiment beaucoup. C'est naturellement, je trouve que ça a naturellement une saveur un petit peu sucrée. Méfiez-vous si vous en achetez. Encore une fois, vérifiez bien qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Je parle des purées d'oléagineux non sucrés. Donc les oléagineux, bien sûr, sont aussi une source de gras. Pourquoi du chocolat? Alors le chocolat, je ne sais plus si j'en reparle plus tard, mais quand je parle de chocolat noir, c'est du chocolat noir. Minimum 70 pour être gentil, j'allais dire, mais 75, c'est quand même encore mieux. À partir de 72, 75, on est vraiment sur une teneur en sucre qui est quand même en dessous. Et là, on a vraiment les bienfaits du cacao. Quand vous mangez du chocolat au lait, cherchez le cacao, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun intérêt à manger ce genre
de produits, à part voilà, juste consommer du sucre. Mais voilà, le chocolat noir, on est sur là par contre, le cacao, c'est vraiment quelque chose qui a énormément d'intérêt, c'est très riche en magnésium. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Des apports en fibres. Donc là, ça peut être apporté. Alors, s'il y a des féculents, il faut que ça soit absolument des féculents complets, des céréales qu'on dit donc à IG bas et en faible quantité. Donc, si c'est du pain, exit la baguette blanche traditionnelle en France, hein, le petit déjeuner traditionnel français, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Une baguette et de la confiture, du beurre éventuellement, la seule chose qu'on garde, c'est le beurre, puisque c'est quand même du gras qui est intéressant le matin. S'il y a un moment pour manger du beurre, entre parenthèses, c'est le matin. Le soir, c'est beaucoup moins pertinent. Ça peut être aussi des flocons d'avoine. Ça a quand même un petit peu la cote ces dernières années. Vous pouvez faire tremper des flocons d'avoine, je ne sais plus comment on appelle ça, avec un peu de lait végétal de préférence. Et puis après, vous rajoutez des amandes, des fruits secs, etc. Mais au moins, les flocons d'avoine, vous avez une base qui est quand même, voilà, qui a moins d'impact sur la glycémie. Mais sachez quand même que si vous mangez des flocons d'avoine, ça sera quand même moins efficace sur la glycémie que de manger un œuf. Votre glycémie va quand même monter davantage avec des flocons d'avoine qu'avec un œuf le matin. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Alors pensez, si vous faites par exemple les flocons d'avoine, c'est facile à ajouter aussi ce qu'on appelle les graines de chia ou du psyllium, c'est possible aussi, qui sont extrêmement riches en fibres. Donc c'est vraiment les fibres, hein, c'est quelque chose qui va permettre de ralentir la montée de la glycémie. Donc si vous mangez, il y a quand même du sucre, si vous mettez un peu de fruits secs, mais qu'il y a des flocons d'avoine et qu'il y a des graines de chia, vous allez voir que forcément l'effet sur la glycémie est moins important parce que ça ralentit l'absorption des sucres. En termes de boissons, alors, les jus de fruits, c'est une mauvaise idée. Si vraiment vous avez envie de fruits, vous mangez un fruit entier, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Jus de fruits, il faut beaucoup de fruits pour peu de jus, donc vous allez forcément avoir une concentration de sucre. Et les jus de fruits industriels, n'en parlons pas en général, ou les jus à base de concentré, etc. Tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut que ça soit une consommation exceptionnelle. Une fois dans la semaine, et puis c'est tout. Mais vraiment, si vous avez l'habitude de boire un jus le matin, sachez que c'est beaucoup moins difficile qu'on croit de changer une habitude. Donc vraiment, si vous avez des a priori, moi, ce que je vous propose juste, comme on dit aux enfants, on goûte avant de dire qu'on n'aime pas. Vraiment, essayez, parce que moi, je vous le dis, parce que j'ai eu le cas plein de fois en cabinet. J'ai plein de personnes qui pensaient être incapables de manger autre chose qu'un petit déjeuner sucré le matin. Et moi, la première, ça fait des années maintenant que je mange un œuf le matin. Mais avant, non, c'était du sucre. Et j'aurais vraiment pas parié sur le fait que j'étais capable de manger un œuf. Et puis, bah si, en fait, il suffit de switcher et surtout de voir l'effet sur soi-même, en fait. Ça, c'est le meilleur levier de motivation, on va dire. Donc, boisson chaude, évidemment. Alors, je ne parle pas du café, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous buvez une boisson, évidemment, si vous arrivez à ne pas mettre de sucre, c'est bien sûr mieux. Alors, je regarde l'heure pour ne pas être en retard et avoir le temps de terminer. Supprimer le blanc. D'une manière générale, le blanc dans l'assiette, c'est, on va dire, suspect. Alors, le sucre blanc, bien sûr, commencez par essayer de tester des sucres qu'on appelle complets. Alors, ça peut être du sucre de canne complet. Il y a d'autres noms qui paraissent un peu barbares, mais le rapadura, le muscovado, tout ça, c'est des choses qu'on trouve maintenant en grande surface, hein, sans problème, plutôt dans les rayons bio. C'est des sucres complets. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été raffinés. Alors, ça reste du sucre. C'est pas parce que vous achetez du rapadura au lieu de sucre blanc que vous pouvez garder la même consommation et en mettre des louches. Pas du tout. Par contre, c'est un premier pas et vous allez voir que le goût c'est moins, je sais pas comment dire ça parce que c'est quelque chose qu'il faut tester pour se rendre compte, mais c'est moins brut comme c'est moins, c'est plus raffiné, je trouve ces sucres-là. Alors le mieux, c'est le sucre de coco, qui est celui qui a voilà, le plus de minéraux, etc. Et puis qui a un index glycémique un petit peu en dessous. Il n'a pas. Alors, c'est un sujet aussi le sucre de coco parce qu'on dit que c'est un IG bas. Je ne pense pas que ça soit un IG bas. Je pense que c'est juste un petit peu en dessous. Et puis effectivement, ça contient pas mal de minéraux, de vitamines, etc. Donc commencez simplement déjà par changer votre choix de consommation. Sucre blanc, c'est vraiment un truc à ne plus acheter. Et croyez-moi, dans les recettes, etc., c'est comme les laits végétaux à la place du lait normal. Ça ne change absolument pas. Les recettes, ça ne pose pas de problème, aucun. Utilisez aussi les sucres, les fruits, pardon, on parle de pâtisserie.
essayer de chercher des recettes qui utilisent des fruits directement dans les recettes. L'exemple le plus courant, c'est ce qu'on appelle le banana bread. C'est un gâteau, oui, c'est une espèce de gâteau cake un peu dense qui est fait à base de bananes. Moi, quand j'en fais, je mets pas de sucre ou quasiment pas. Parce que les bananes, évidemment, en plus, on utilise des bananes qui sont assez mûres, donc elles sont plus sucrées. Elles sucrent directement. C'est très utilisé aussi les dattes dans la cuisine, dans les desserts, etc. Ça permet. Alors, la date, c'est très sucré, hein, c'est un IG très élevé, mais c'est quand même mieux de mettre une date pour sucré que de mettre un sucre blanc, ça c'est clair. Vous trouverez aussi des recettes, bon, tout ça vous trouverez sur Internet sans difficulté, hein, de la compote de pommes qui donne une espèce de texture et qui va également sucrer naturellement. Le sucre de coco dont je vous parlais, le miel, hein, évidemment, le miel, ça a plein de vertus. Au-delà des vitamines, etc., que ça peut contenir, ça a aussi il y a certains actifs qui jouent sur le système immunitaire, par exemple. Tous les produits de la ruche, hein, on pourrait en parler également sur un autre sujet, mais les produits de la ruche, ça soutient énormément le système immunitaire. Donc là, on est en pleine saison où s'il faut manger un sucre, le miel est le plus indiqué, clairement. Le sirop d'agave, attention, il est souvent conseillé parce que c'est plutôt du fructose, donc il va peu élever la glycémie. Mais vraiment, faites attention parce que trop de fructose, à terme, ça peut vous poser des problèmes de foie. Parce que trop de fructose, le foie ne sait pas gérer et donc il va finir par le transformer en glucose. Donc ça peut poser les mêmes problèmes qu'une consommation élevée de sucre. Donc sirop d'agave, oui, un peu, mais pareil, c'est pas une raison pour en mettre 10 louches tous les jours, c'est beaucoup trop. Hein. Donc, quand on dit supprimer le blanc, je vous parlais des pâtes, ça vaut pour les féculents. Une des premières choses à faire aussi, alors je dis pas qu'il faut exclure les pâtes blanches ou le riz blanc, mais vraiment changez vos habitudes d'achat et essayez vraiment, dans un premier temps, si vous êtes que sur du blanc, dans un premier temps, essayez de passer au semi-complet. Ne faites pas de changements trop brutaux non plus parce que comme c'est très riche en fibres, si vous n'avez pas l'habitude, ça veut dire que vos intestins et les petites bactéries qui permettent de métaboliser les fibres n'ont pas forcément l'habitude. Donc, si vous mangez trop de fibres d'un coup et qu'en plus vous avez les intestins un peu fragiles, ça peut risquer de vous donner un peu des irritations, des ballonnements, etc. Donc, dans tout changement, il faut faire les choses progressivement. Toutes les céréales qu'on utilise très peu, alors on parlait de l'avoine, mais le quinoa, le sarrasin, l'orge, le petit épeautre, etc. Tout ça, c'est des céréales qui sont non raffinées en fait. Donc, essayez un petit peu de tester. Le quinoa, on en parle un petit peu plus. C'est vraiment, il faut les cuire correctement. Hein. Donc, si vous avez fait moi, la première fois que j'ai fait du sarrasin, je me suis retrouvée avec une espèce de pâté bouilli absolument infâme. C'est juste parce que je l'avais mal cuit. Il y avait trop d'eau, c'est trop cuit, etc. Ces céréales-là doivent vraiment rester bien cuites en fait. Hein. Pas faire une pâte, hein. Sinon vraiment, vous allez voir que c'est pas terrible. Les légumineuses, je l'ai mis en photo parce que ça fait partie des aliments qu'on a complètement laissés de côté et qui ont, globalement, ils ont tout bon. C'est-à-dire que on commence à le savoir, hein, pour ceux peut-être parmi vous qui suivent un régime peut-être végétarien ou vegan, c'est une source de protéines végétales. Alors attention, hein, c'est pas, faudrait parler aussi plus précisément des protéines. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez les poser, mais il y a une question d'absorption aussi des protéines. Hein. Donc voilà, oui, c'est une source très intéressante de protéines, mais voilà, il faut quand même bien équilibrer les protéines quand on ne mange pas de viande et de poisson. Mais c'est une source très importante de fibres également. Et donc, les légumineuses, retenez que c'est systématiquement un IG bas, un index glycémique bas. Si vous avez l'impression, le repas du midi, dans l'après-midi, que vous avez vraiment des gros coups de pompe, des gros coups de fatigue, que vous avez du mal à vous concentrer, etc., posez-vous la question de votre repas du midi. Si vous mangez des pâtes blanches ou même du riz blanc, etc., faites le test, faites-vous votre gamelle pour le midi si vous êtes au travail, faites le test de vous faire un repas avec des légumineuses. Vous allez voir que ça change tout. Moi, quand je dois donner une journée de formation toute la journée, que j'ai un temps court de pause et surtout qu'il faut que je sois au taquet, je n'ai pas le temps de faire la sieste en début d'après-midi, systématiquement, je me fais une salade à base de légumineuses. Salade de lentilles, salade de pois chiches, de pois cassés. Il faut vraiment les remettre beaucoup plus dans nos habitudes alimentaires. Et au niveau du pain, le pain idéal, on en parlait tout à l'heure, le pain idéal, c'est un pain complet, ou au moins avec de la farine semi-complète, et idéalement le levain naturel. Alors, malheureusement, les boulangeries qui proposent des pains au levain naturel se comptent
sur les doigts de la main en général sur une ville, voire sur une région. Moi, j'habite Lille. Il y a quand même quelques boulangeries maintenant qui ont développé vraiment une qualité de pain tout à fait différente. Alors, très souvent, c'est un prix qui est un petit peu au-dessus, bien sûr, mais c'est vraiment le prix de la qualité, c'est le prix d'une consommation plus raisonnée de pain. C'est-à-dire qu'en France, on a systématiquement du pain sur la table. Non, il n'y a pas besoin. Le pain, c'est un féculent, donc il doit faire office de féculent. Si vous mangez une salade et qu'il n'y a pas de féculent dedans, bah oui, une ou deux tranches de pain avec, ça va vous faire l'apport en féculent. Mais systématiquement, remanger du pain à chaque repas, c'est trop. Alors, progressivement, je pense que c'est le terme phare sur ce sujet, hein, comme sur d'autres changements d'habitude, progressivement, diminuer progressivement les quantités. Alors, les quantités de sucre. Alors, on parlait du café du matin. Si vous mettez 2 sucres, des fois j'ai entendu plus, hein, mais si vous mettez 2 sucres par tasse, commencez par 1. Si vraiment c'est trop dur, commencez par 1,5. Et puis vous gardez quelques jours ou une semaine à cette quantité-là. Et puis après, vous en enlevez encore un, jusqu'à arriver à une quantité infime et pouvoir vous dire, voilà, je pense que je peux passer le cap et enlever complètement. Une fois que vous aurez enlevé le sucre, pour le café, pour le thé, pour les infusions, je peux vous assurer que vous ne reviendrez pas en arrière, parce que boire du café avec du sucre, quand on a perdu l'habitude, et ben vraiment, on trouve que c'est pas... En fait, ça gomme les goûts, hein. Donc vraiment, vous ne reviendrez plus en arrière, si vous faites les choses progressivement. Dans les recettes, systématiquement, diminuer la quantité par 2, voire par 3, et parfois même encore plus si c'est des recettes avec des fruits ou du chocolat. Si vous faites un gâteau au chocolat, le chocolat, c'est déjà naturellement sucrant, hein. Donc en tout cas, sur les recettes classiques, qui ne sont pas sur des courants comme les recettes IGBA, etc., systématiquement, diminuer les quantités de sucre, parce que bien souvent, c'est trop. Et dans l'assiette, là, on parle plutôt des féculents. Gardez en tête, alors ça, c'est un objectif. Je vous parlais du petit déjeuner, c'est peut-être le deuxième conseil qui est qui va vous apporter le plus de bienfaits, hein, parce que ça joue sur plein de choses, c'est que votre assiette, le midi et le soir, l'objectif est d'arriver à la moitié de votre assiette qui est réservée aux légumes uniquement. Alors, idéalement, du cuit et du cru. On rentre dans la saison hivernale où on a tendance à moins manger de légumes crus, mais c'est vraiment important de garder l'habitude d'intégrer du cru dans vos assiettes, hein. Pensez aux carottes râpées, aux céleris râpés, les choux rouges, le chou blanc, le chou chinois, etc. Tout ça en salade, c'est très bon. Les courges aussi, on ne sait pas du tout, mais on peut le faire cru également, une courge bien fraîche, entre guillemets, qui est encore bien ferme. Vous pouvez tout à fait le faire en cru. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Sachez aussi, alors là, c'est vraiment des idées reçues, un repas peut ne pas contenir de féculents. C'est pas une obligation. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de féculents que vous aurez moins d'énergie, pas du tout. Vous allez digérer plus rapidement, parce que la composition de votre assiette sera plus simple, donc vous allez digérer plus vite, et ça va demander moins d'énergie à votre organisme. Donc il n'y a aucun problème. L'objectif, pas comme dans certains régimes où ça ne marche pas, où on supprime, on diabolise les féculents. Non, mais un repas sur 2, le soir notamment, où après on va se coucher, on n'a pas besoin d'avoir une énergie de fou. Donc un soir, si vous avez un légume et puis un poisson gras, par exemple une boîte de sardines, une boîte de maquereaux, ou une protéine végétale, des légumineuses, et ben ça suffit très largement. Et en termes de quantité, 100 à 150 grammes par jour suffisent. Si vous comptez, mais moi je ne suis pas très adepte de compter de peser ce qu'on mange. Alors je continue un peu plus vite. Utiliser les exhausteurs de goût naturels. Le sucre, pour moi, c'est pas un exhausteur de goût, ça efface, ça écrase tous les autres goûts. Ça enlève toute subtilité à une recette, par exemple, je trouve. C'est en excès, bien sûr. Donc, pensez à utiliser les épices. La cannelle, c'est une super épice. Je la fais beaucoup en infusion pendant l'hiver. Une cannelle de qualité, bien sûr. Sachez elle a d'autres vertus, mais j'ai mis celle-ci volontairement en exergue. Sachez que la cannelle, elle est hypoglycémiante. Elle va vous aider à faire baisser votre glycémie si elle est montée un petit peu trop. La cardamome, la badiane, le curcuma, la vanille, etc. La vanille, bien sûr, c'est beaucoup utilisé en cuisine, hein. La vanille, pour les enfants, par exemple, les tout petits, l'huile essentielle de vanille, c'est quelque chose qui va beaucoup calmer. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui sont bien à utiliser dans vos recettes à rajouter. Si vous avez tendance à consommer des sodas et des jus de fruits dont on parlait,
Alors, les sodas, quels qu'ils soient, hein, que ce soit du coca normal, du coca zéro, du coca, je ne sais même plus les noms, tout ça, non. Évidemment que le taux de sucre n'est pas le même, mais dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. Si vous mettez des sirops, des fois j'ai des personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau sans rien, donc ils mettent des sirops. Non, 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 c'est une très mauvaise idée. Vous allez constamment donner des shoots de glucose à votre corps et votre glycémie, elle va pas comprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fatigue énormément et qui maintient l'appétence au sucre, hein. Donc vraiment essayer de supprimer ça ou de leur redonner une place occasionnelle, hein, une fois ou deux dans la semaine, et puis c'est tout. Remplacer, j'ai dit tout à l'heure, un verre de jus de fruits par un fruit entier, c'est pas du tout le même effet sur la glycémie, bien sûr. Si vous avez du mal à boire de l'eau sans rien, essayez de faire vos propres boissons aromatisées. Il n'y a pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau, Tartempion, saveur, trucs, etc. Bien souvent, c'est pas très naturel et puis surtout, il n'y a pas besoin. C'est très facile de vous faire vous-même des eaux aromatisées pour faciliter le fait de boire, hein. L'hydratation, là aussi, c'est un autre sujet, hein, mais voilà, vous savez bien que c'est très important de vous hydrater correctement tous les jours et d'autant plus en hiver où on a tendance à moins boire. Donc, des fruits, des agrumes, des herbes aromatiques si vous en avez et quand c'est en saison. Vous faites ça la veille au soir, toute la nuit au frigo pour infuser et le lendemain, vous partez avec ça au boulot et vous allez voir que c'est quand même plus facile de boire. Boisson fermentée, alors ça, c'est plutôt pour remplacer les sodas, par exemple. Boisson fermentée, ça a quand même un peu plus la cote, on va dire, ces derniers temps. Le kéfir ou le kombucha. Alors, avant de le faire vous-même, essayez de tester, voir si vous aimez le goût, hein. Kéfir et kombucha, je trouve que c'est quand même pas tout à fait le même goût. Vous allez en trouver sans problème dans les magasins bio, voire dans d'autres magasins, hein. Ça s'est quand même bien développé. Et également les hydrolats. Alors, on n'en parle pas des hydrolats, c'est, vous connaissez souvent les huiles essentielles, c'est le deuxième produit qu'on récupère quand on distille une plante. On a d'un côté les huiles essentielles, donc là c'est un concentré de principes actifs, et de l'autre côté on récupère l'eau de distillation qui a quand même un petit peu de molécules aromatiques. Donc les hydrolats, on peut s'en servir de façon thérapeutique, hein. Moi j'utilise beaucoup avec les enfants, avec les femmes enceintes, avec les personnes âgées, parce que ça n'a pas il n'y a pas de contre-indication comme peuvent en avoir les huiles essentielles. Mais je les conseille aussi, et on peut faire d'une pierre deux coups, hein, pour aromatiser les eaux. Donc ça peut être de la menthe, vous trouvez tout, hein, de la menthe, du cassis, de la cannelle, etc. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans votre eau simplement pour avoir un goût agréable, au-delà des effets que ça peut vous donner. Moi, je donne de l'hydrolat, alors soit de rose, soit de camomille romaine à mon fils de 3 ans le soir, pour favoriser le sommeil, pour essayer de faire un retour au calme, etc. Parce que c'est des plantes qui ont des vertus apaisantes et rassurantes. Alors, les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, c'est les édulcorants, quels qu'ils soient. Alors là, c'est pareil, je pourrais vous en parler 1 heure parce qu'il y a beaucoup d'études en cours encore actuellement sur les édulcorants de synthèse. L'aspartame, tous les autres édulcorants qui existent, certains sont soupçonnés d'avoir un effet cancérigène. Je mets entre un point d'interrogation parce que voilà, c'est soupçonné. Et dans tous les cas, sachez, et ça aussi c'est prouvé aujourd'hui, qu'ils ont non pas un effet sur la glycémie, mais ils ont un effet sur l'insuline. Le corps n'est pas idiot. Vous lui envoyez le signal sucre, donc il va quand même sécréter de l'insuline. Votre glycémie n'aura pas bougé, mais vous allez fatiguer, à terme, vous allez vraiment fatiguer votre pancréas. Donc l'insuline, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser à bon escient, hein. Sinon, on fait le lit de la pathologie de l'épuisement de l'insuline, hein, qui est le diabète, hein. Les édulcorants naturels, la stevia notamment, vous pouvez l'utiliser de façon anecdotique. Choisissez-la non raffinée. La stevia, ça n'est pas blanc. C'est vert, comme je vous l'ai mis en photo. C'est une plante. Si elle est blanche, c'est qu'elle a été raffinée, qu'elle a subi tout un tas de processus industriels, etc. Donc non, évitez. Dans tous les cas, les édulcorants, ça entretient votre appétence pour le sucre. Donc c'est vraiment, il ne s'agit pas de remplacer le sucre par des édulcorants, c'est vraiment une fausse bonne idée. Et méfiez-vous, alors là rapidement, parce qu'il y a énormément d'études qui ont été menées sur le sujet des produits allégés. Le documentaire dont je vous parlais, hein, ça prouve également cet effet-là, hein. C'est peut-être allégé en sucre, mais du coup, c'est enrichi en mauvaise graisse et en autres additifs. Les produits light, ça, c'est des études qui l'ont prouvé également, nous poussent à manger plus. On pense que c'est bien, donc on va du coup naturellement manger plus que notre propre besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font pas maigrir. Donc, vraiment, d'une manière générale, méfiez-vous des allégations marketing des produits, parce que hein, si c'était miraculeux, ça se saurait. Et au-delà de ne pas faire d'effet, des fois, ça a vraiment des effets délétères. Rééduquer votre palais, je vous le disais, hein, le sucre, ça sature toutes les papilles. Donc vraiment, observez au fur et à mesure votre
votre rapport au sucre, des choses, et ça c'est des choses que j'ai entendues aussi très souvent en cabinet, des gens qui aimaient telle ou telle sucrerie, au bout d'un certain temps, ils me disent, mais j'en ai remangé et ça m'a dégoûté, ça m'a écœuré, parce que c'est trop sucré. Et réapproprier, oh là là, essayez de vous réapproprier, je change, la saveur amère, le sucre, voilà, il prend toute la place, donc on ne supporte plus l'amertume. Le meilleur exercice pour ça, c'est vraiment le chocolat, si vous aimez évidemment, le chocolat pour pouvoir faire des paliers progressifs. 70, si ça vous paraît déjà amer, ça montre que malgré tout, le sucre doit être quand même assez présent. Commencez à 70 pendant une semaine ou deux. Et puis après, en grande surface, vous trouverez vraiment des paliers progressifs, 70, 75, 80, 85, voire 90. Si vous arrêtez à 85, c'est déjà très bien, voire 100 hein, si vous avez envie de tenter l'expérience. Mais vraiment, et laissez, voilà, je vous l'ai mis, hein, prenez-le comme un exercice de pleine conscience, d'apprécier toutes les saveurs. Le chocolat, hein, pour les amateurs, moi je suis très fan du chocolat noir. Acheter du chocolat de qualité, hein, parce que ça n'a rien à voir, c'est comme le café, hein, c'est comme toutes les... Donc on en mange moins, mais vraiment acheter de la qualité et minimum, essayer 70 ou 75 et puis des paliers progressifs. Hein. Testez pas du 100% tout de suite, c'est pas la bonne idée. La collation, alors je termine presque là-dessus, pour vous dire que s'il y a un moment dans la journée, un seul, où le sucre rapide, le sucre simple est pertinent. Pourquoi? Parce que c'est le moment vers 17h où l'organisme va synthétiser le neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Sérotonine, hein, vous le savez, c'est ce qui module, c'est ce qui stabilise, nous maintient en bonne humeur, etc. Et qui est le précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc pour favoriser cette synthèse, le corps a besoin d'un certain nombre de choses, mais c'est pertinent à ce moment-là pour soutenir cette synthèse de lui apporter des sucres simples. Alors évidemment, tout ce qui est Mars, Twix, Kit Kat, etc., c'est pas forcément le plus approprié. Quand on dit sucre simple, bien sûr, c'est des sucres naturels. Donc c'est le moment parfait pour manger un fruit entier, hein, n'importe lequel, un fruit de saison. Si c'est pas pratique, que vous êtes en déplacement ou autre, des fruits secs, ça peut convenir également, hein, des abricots, des figues, des cranberries, des fruits secs qui ne sont pas trop sucrés. Accompagnez toujours d'oléagineux pour éviter malgré tout ce fameux pic de glycémie. Donc quelques amandes, quelques noix, noix de cajou, noisettes, cacahuètes, n'importe lesquelles. Et éventuellement, on parlait du chocolat à l'instant, ça peut tout à fait être un moment pertinent pour manger un carré de chocolat noir. Encore une fois, minimum 75%. C'est la bonne période pour parler des chocolats aussi. Alors, je termine là-dessus. Quelques conseils pour vous lancer. Essayez d'établir vos menus à l'avance. Pourquoi? Parce que quand on est pris de court, qu'on rentre du boulot tard, qu'on n'a rien de prêt, en général, c'est pas là qu'on va se mettre à préparer des bons petits plats, à faire cuire des lentilles, etc. On va aller vers du rapide et du facile, donc un morceau de pain, un bout de fromage, etc., etc. La clé, quand on veut manger équilibré sur le long terme, vraiment, hein, c'est l'organisation et l'anticipation. Si vous faites si vous vous laissez porter au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez forcément avoir plus de difficultés. Réorganisez vos placards, c'est-à-dire, voilà, faites une place aux oléagineux, faites une place graines et oléagineux, aux légumineuses, aux céréales semi-complètes, etc. Achetez des poissons gras, des choses comme ça, des choses qui sont aussi rapides à faire. Je vous parlais des purées d'oléagineux, si ça vous tente, essayez. Voilà, essayez de réorganiser aussi un petit peu. Forcément, vous allez faire des nouveaux achats. Hein. Si vous achetez un petit peu tous ces livres-là, par exemple, quelques exemples, hein, vous allez voir que ça vous invite à tester des ingrédients nouveaux. La purée d'oléagineux, moi, je m'en sers énormément en pâtisserie pour remplacer le beurre, par exemple. Du coup, je fais moitié huile d'olive, moitié purée d'amande, par exemple, et ça marche très, très bien. Des fruits secs, des nouvelles farines, des légumineuses, etc. Et puis, je terminerai là-dessus. Essayez de vous renseigner. Alors, sur Internet, on trouve aussi aujourd'hui beaucoup de choses. Il y a une auteure que je trouve bien parce qu'elle redonne vraiment toutes ces notions. C'est le livre qui est en bas à gauche, c'est Bérangère Philippon. Elle a un site, elle est aussi très active sur les réseaux sociaux, etc. Sur les régimes IG, donc elle donne beaucoup de recettes qui sont sur ces conseils-là. Celui du dessus, Valérie Cupillard, c'est un livre que j'adore. Je le conseille très souvent. C'est que des recettes de dessert qui utilisent des sucres différents, qui utilisent beaucoup les oléagineux, des farines un petit peu moins classiques, etc. Valérie Cupillard, hein, c'est une auteure qui a beaucoup fait de livres de recettes sur le côté végétarien, etc.
Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la même auteure, Valérie Tupénière, aussi, qui a fait le livre où je vous ai mis farine alternative, pour essayer aussi d'avoir un petit peu des conseils et des idées, hein, parce que quand on y va au pif, ça ne marche pas toujours. Voilà, je vous laisse sur cette dernière question quiz pour voir un petit peu si ça vous semble faisable. Semaine de Noël, vous sentez-vous prêt? Quels sont les conseils de Claire Desvilliers, naturopathe? Oui, non ou plus tard, c'est-à-dire les bonnes résolutions 2025. De janvier. Voilà. Vous avez le droit aussi. Alors, une réponse, évidemment, se détache largement, et c'est le oui à plus de 70%. Ça, c'est chouette. Super. Alors, on va prendre quelques questions avant de se quitter. Des questions qui sont arrivées dans le chat. Un œuf le matin, n'est-ce pas trop pour les personnes ayant un cholestérol élevé? Ah, j'adore cette question. Justement parce que ça me permet de vous dire non, ça n'est pas trop, et bien au contraire, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour stabiliser, voire baisser votre cholestérol. Alors, rapidement, parce que je trouve que c'est vraiment important de comprendre pourquoi. Alors, je précise aussi, hein, un œuf, oui, le matin, pas le soir, hein, le matin, bien cuit, c'est-à-dire que le jaune reste coulant, ça c'est également important pour les cholestérols. Et un œuf de qualité, hein, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, privilégiez vraiment les œufs bio plutôt que les œufs de batterie, hein, on ne peut pas comparer. Et pourquoi? Oui, bien au contraire pour le cholestérol. Pourquoi? Parce que le cholestérol, quand on en a trop, il faut savoir que l'apport qui vient de l'alimentation, déjà, c'est seulement un quart. Donc, quand on veut faire baisser son cholestérol, même si on enlève tous les aliments qui en apportent, ça ne suffira pas pour faire baisser. Ce sur quoi il faut jouer, c'est ce qu'on appelle le cholestérol endogène. C'est le cholestérol que nous, on synthétise. Le cholestérol, on l'a beaucoup diabolisé. Sans cholestérol, notre organisme ne fonctionne pas. Et cette synthèse va se faire tous les jours en fin de matinée. Donc, si le matin, au contraire, le corps, on a mis au petit déjeuner un œuf qui apporte du cholestérol. Tous les matins, on va dire, le corps fait un petit peu son check vers 11 h et dit, OK, il me faut, par exemple, 100 de cholestérol. Le matin, j'ai mangé du sucre, pas de cholestérol, bah, je vais en fabriquer 100 parce qu'il me faut ça. Si, à contraire, le matin, j'en ai mangé et que, du coup, j'en ai dans mon organisme, le corps se dit, ah, cool, il y a déjà un petit peu de cholestérol, j'ai besoin d'en fabriquer moins. Donc, forcément, là, on a une véritable action sur ce qu'on appelle le cholestérol endogène. Donc, oui, c'est une excellente idée. Par contre, si vous faites du cholestérol, là, vous devez vraiment être vigilant sur les apports le soir, où là, c'est pas du tout le bon moment pour manger des œufs, du fromage, les graisses saturées, etc. C'est vraiment le soir où il faut faire attention. Les féculents complets sont-ils plus difficiles à digérer? Alors, ça dépend de l'entraînement de votre intestin. C'est pour ça que je vous disais vraiment le complet. Si vous êtes plutôt majoritairement sur une consommation de féculents blancs, je vous conseille vraiment de passer d'abord pendant un certain temps, voire plusieurs mois, sur du semi-complet. Parce que forcément, s'il y a beaucoup de fibres, il peut y avoir aussi des fibres insolubles, donc c'est des fibres qui sont un petit peu plus dures, et que vos intestins n'ont pas l'habitude de gérer ça, et ben vous risquez peut-être d'avoir un petit peu des ballonnements, des inconforts. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ballonnement que c'est des choses que vous ne tolérez pas. Ça veut justement dire que vous devez enrichir votre flore intestinale et la réentraîner à digérer ça. Dernière question avant de se quitter. Comment aider un enfant de 9 ans à changer ses habitudes? Il ne jure que par un bol de lait et de cacao sucré le matin, avec un gâteau dont la marque commence par un N et termine par un A, et compote de pommes sans sucre ajouté. Comment faire? Ouais, alors là, les enfants, c'est pas simple. Moi, je pense que le premier conseil, c'est la patience. Et puis, essayer peut-être pas forcément tout de suite de se focaliser sur le petit déjeuner, mais essayer de lui faire tester d'autres choses à d'autres moments de la journée. Parce que ça veut dire forcément. Alors, après, il peut y avoir des problèmes vraiment de comportement alimentaire. Là, c'est un autre problème. Mais si c'est vraiment le sucre, en fait, qui est trop présent, c'est comme pour les adultes, c'est-à-dire qu'il faut y aller très progressivement. Donc, si vous avez le temps, hein, si vous avez envie aussi, essayer de faire des pâtisseries maison dans lesquelles vous pouvez essayer d'appliquer les conseils que j'ai donnés. Mettre moins de sucre, essayer de mettre des fruits, essayer de changer un peu les farines, parce que les enfants, comme les grands, en fait, il n'y a pas d'âge pour changer. Simplement, il faut être patient et puis essayer de lui proposer d'autres choses. Sur le lait, c'est sûr que voilà, vous pouvez essayer les laits les plus flatteurs, les laits végétaux, hein, j'entends les plus flatteurs et les plus agréables et un peu les plus sucrés, c'est les laits d'oléagineux, donc
les noisettes, parce que ça rappelle un peu la fameuse patate tartinée. Noisettes, amandes, ça peut être châtaigne aussi. Essayez un petit peu de lui faire goûter ça pour voir un petit peu. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est pas simple. En tout cas, il faut être patient, il faut pas lâcher l'affaire avec les enfants. Et supprimer le petit déjeuner, c'est pas une bonne idée. Alors, oui et non. Si on supprime, en fait, c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est pour ça que, voilà, si ça vous semble trop compliqué, c'est vraiment important de vous faire accompagner dans le changement alimentaire parce que c'est loin d'être simple. Si vous sautez le petit déjeuner, vous vous rapprochez de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ça dépend des personnes. Si vraiment vous n'avez pas faim, si vous avez presque un peu la nausée, enfin si vous êtes barbouillé le matin, etc., il n'est pas question de manger. Ça, c'est une règle absolue, c'est qu'on ne mange que si on a faim. On ne mange pas parce que c'est l'heure, on ne mange pas parce qu'il faut qu'on mange, etc. On ne mange que si on a la sensation de faim. Donc, si le matin c'est trop tôt, ou vous partez trop tôt au travail et vous vous levez trop tôt et que votre estomac, quelque part, il n'est pas réveillé, à ce moment-là, il faudra essayer de vous attendez. Par contre, si vous luttez contre la faim jusqu'au repas du midi et que le repas du midi, vous vous jetez sur votre repas, ou du coup, vous avez des pulsions parce que vous avez attendu trop longtemps avec la faim, c'est pas OK non plus ça. Donc, il faut vraiment, ça dépend de ce que vous avez mangé la veille, au soir évidemment. Donc, il faut quand même vous écouter votre sensation de faim. Et par contre, trouver le juste milieu. Donc, moi, des fois, je conseille aux personnes on réfléchit ensemble à une collation à prendre plutôt au boulot, en fait. Soit à 9h, 10h, soit il y a des personnes à qui le jeûne intermittent fonctionne très bien. Et à ce moment-là, voilà, s'ils font leur matinée, il ne faut pas non plus avoir de problème de concentration, de coups de barre, etc. Sinon, ça veut dire que le corps manque un petit peu d'énergie. Merci beaucoup Claire Devilliers pour cette visioconférence Addiction au sucre, prévenir et Avec gérer la plaisir. dépendance. Un replay sera disponible en fin d'après-midi sur notre site www.pivisio.com. Vous pourrez également télécharger le support de Claire sur cette page du replay et vous retrouverez également toutes les références. Merci beaucoup Claire Devilliers, à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée à tous. Et je rappelle que cette visioconférence a été offerte par la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, la MMJ se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents.